Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles, ravis de vous retrouver pour une édition au cours de laquelle nous poursuivrons notamment notre série de focus sur les chantiers en cours ou à venir. Le directeur des travaux publics, Jean-Luc Nguyen, évoquera 5 chantiers distincts qui vont avoir des répercussions dès cette semaine sur la circulation dans plusieurs quartiers de Monaco. Quels secteurs seront impactés, pour quelle durée, quelle est la nature des travaux effectués? Il répondra à toutes ces questions afin non seulement de vous informer, mais aussi afin de vous permettre d'anticiper toute répercussion sur votre quotidien. Il nous mettra, lui, l'eau à la bouche. Le chef 3 étoiles au Michelin, Yannick Aleno, a été invité à venir prendre la tête de la brigade du Vistamar, le restaurant de l'hôtel Hermitage, le temps d'une soirée qui fera date. Il nous confiera quelle vision il a de la grande tradition culinaire française et surtout ce qu'il a préparé pour ses chanceux convives monégasques. Le port du masque obligatoire en France depuis hier dans les lieux publics clos et une polémique qui naît sur l'utilité ou non de le porter. Nous irons vous demander ce que vous en pensez. Et nous verrons comment la mairie et Monaco Télécom travaillent ensemble pour faciliter notamment le développement des outils numériques. Mais tout de suite, le point info avec vous, Fabien Bonilla, et avec celui que tous les supporters de l'ASM FC ont envie d'entendre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, le nouvel entraîneur de l'ASM FC a repris les rênes de l'équipe monégasque sur les chapeaux de roue. Niko Kovac a dirigé son premier entraînement ce lundi matin à la Turbie. Et ce mardi, c'était sa première conférence de presse. On l'écoute. Bonjour. Je voudrais dire désolé parce que je ne parle pas français, mais j'espère apprendre rapidement. It was a surprise. Mais je dois dire avant toute chose que ces contacts ont été une surprise pour moi. Tout a été très vite. Mais en ce qui concerne le choix, c'était un choix qui a été très facile en fait, parce que l'AS Monaco est un très très grand club avec une grande histoire. Et il est vrai que ces dernières saisons n'ont peut-être pas été à la hauteur des objectifs, mais en tout cas, nous allons travailler d'arrache-pied pour amener le club tout en haut, à la place qu'il mérite, en haut de la Ligue 1. Le technicien croate sera sur le banc monégasque pour la première fois ce mercredi à l'occasion du deuxième match de préparation face au Standard de Liège. Liège, en Belgique, la liaison est toute trouvée en ce jour de fête nationale belge. Une cérémonie a été organisée à Monaco, Fabien. Oui, une cérémonie de souvenir à l'occasion de la fête nationale belge. Les représentants des institutions monégasques ont déposé des gerbes de fleurs ce mardi matin au pied du monument érigé à l'entrée du boulevard de Belgique à la mémoire du roi Albert Ier. Pour la petite histoire, la fête nationale belge se commémore le 21 juillet. Le serment du roi Léopold Ier marque en 1831 le début d'une Belgique indépendante sous le régime d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du street art sur le parvis du musée océanographique avec la visite du prince Albert II à Lupao. La 4e édition de l'Urban Painting Around the World vient de s'achever. Pendant 3 jours, des artistes de street art, comme vous venez de le dire, ont réalisé des performances en live avec le thème cette année Free Mediterranean. Lundi soir, le prince Albert II a rendu visite aux artistes présents. Toutes ces œuvres ont été vendues lors d'une enchère silencieuse au profit de la fondation du prince Albert II. Depuis 4 ans, ce sont au total 65 000 € qui ont servi à soutenir les actions environnementales de la fondation. Merci Fabien, vous reviendrez dans une dizaine de minutes pour le point infopratique et la météo. Depuis ce début de semaine, le port du masque est devenu obligatoire en France dans les lieux clos. Au même moment, fleurissent sur les réseaux des publications dénonçant le danger du port du masque, bien souvent nourri par des contre-vérités, mais il n'en reste pas moins que le port du masque fait débat. Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour recueillir votre avis sur la question. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de restreindre au maximum la propagation du virus. Après, c'est sûr que c'est pas toujours facile de le porter en continu. Je pense que oui, il faut tous porter des masques un peu partout, surtout à l'intérieur. Donc oui, moi j'ai mon masque ici et je vais continuer à le porter. Ah, moi je suis pour. Dans les endroits clos. Oui, moi je le mets toujours. C'est très bien. On aime bien notre liberté tous, donc du coup on a tendance à se laisser aller. Donc non, je pense que c'est quelque chose de bien, même si c'est contraignant. Dans des endroits où on est
super à l'étroit, les uns contre les autres. C'est pas facile de garder forcément les distances de sécurité. Donc je pense que le masque, c'est mieux. À l'extérieur, quand il fait chaud, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas le mettre quand on est relativement espacé au niveau des personnes. Dès que j'arrive dans un environnement extérieur, mais où il y a beaucoup de monde, si c'est un marché ou autre, je le mets systématiquement. Et c'est pas un si grand effort pour essayer à aider la société. Donc oui, il faut porter le masque et il faut continuer à faire ça. Je ne sais pas combien de temps, mais il faut le faire. Vous l'avez entendu, pas vraiment de polémique ici à Monaco. Touristes de passage ou résidents, tout le monde s'accorde à dire qu'il est important de porter un masque. Nous avons pris l'habitude au cours des dernières semaines de suivre l'actualité des chantiers dont certains ont des répercussions directes sur la circulation notamment. Il s'agit de vous permettre de prendre connaissance des différentes réalisations en cours, de leur avancement et surtout ce que cela change ou va changer dans votre quotidien. Le directeur des travaux publics est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Luc Nguyen. Bonsoir. Alors nous allons effectuer ensemble un tour d'horizon des chantiers de cet été 2020. Mais avant d'entrer dans le détail, évoquons le calendrier. Ne craignez-vous pas que l'on vous dise que ce n'est pas forcément le bon timing pour débuter des travaux ayant des répercussions sur la circulation? Alors, l'été est une période où nous avons quelques travaux, notamment ayant un impact sur la circulation, car il se trouve que c'est quand même la période où nous avons le moins de travailleurs qui circulent, et donc certains axes qui nécessitent des travaux sont presque plus simples à interrompre ou sur lesquels on peut mettre des alternats sans que ça perturbe fortement la circulation. Finalement, il y a moins de circulation avec les touristes que par rapport à l'année avec les pendulaires notamment. Disons que les horaires sont légèrement différents, oui. Le premier chantier que nous allons aborder porte sur les travaux de l'îlot Pasteur avec une incidence sur l'avenue de Fontvieille. Oui, donc l'îlot Pasteur, les années précédentes, avait déjà imposé des restrictions sur l'avenue de Fontvieille. Et cette année, donc, au mois d'août, nous allons terminer une partie de génie civil qui se situe dans le sens descendant, juste à la sortie du tunnel. Ça permet de finir la partie en béton du chantier de l'îlot Pasteur et de terminer la pose des murs anti-bruit de 6 mètres qui sont déjà posés le long de l'avenue. Et on va venir terminer les derniers écrans anti-bruit. Donc là, quel est le terme envisagé pour ces travaux? Alors les travaux se déroulent du 3 au 27 août. Le carrefour avenue de Fontvieille rue du Gabion est également concerné, hein? Oui, alors nous profitons justement d'un moindre trafic sur l'avenue de Fontvieille pour venir faire des travaux de réseau d'eau pluviale au croisement de l'avenue de Fontvieille avec la rue du Gabion. Ces travaux démarrent un peu plus tôt, ils démarrent le 27 juillet et ils se prolongent jusqu'au 4 septembre, un peu avant la rentrée scolaire. Et ils ont surtout un impact pour les poids lourds qui circulent sur la rue du Gabion, qui ne pourront pas forcément tourner vers l'avenue de Fontvieille, en tout cas pas tout le temps. Voilà, donc c'est essentiellement sur cette partie du trafic qui sera impactée. Jean-Luc Nguyen, nous allons remonter vers le CHPG. Vous préparez là un basculement de circulation à venir en septembre. Oui, donc vous le voyez sur le site, nous avons construit un ouvrage d'art qui permet de dévier l'avenue Pasteur. La partie basse de l'avenue Pasteur est déjà en fonctionnement dans l'ouvrage d'art et ce qui se prépare à la fin septembre, c'est le basculement de l'avenue Pasteur, la partie haute, dans l'ouvrage d'art. Donc pour cela, nous avons des travaux de débranchement de réseau qui se profilent, ainsi que un réaménagement de l'entrée du CHPG actuel. Et donc, tous ces travaux vont se dérouler en août avec quelques séquences, notamment de nuit, qui sont nécessaires pour les réseaux d'eau, notamment, où il faudra faire les branchements la nuit, ainsi que le reprofilage de la chaussée qui se fera de nuit. Et ces travaux seront faits jusqu'au 27 août. Nous restons dans ce secteur, nous l'avions évoqué récemment lors d'un reportage. Le jardin exotique est actuellement fermé pour cause de travaux de confortement sur la falaise où il se trouve. Et cela va demander une fermeture de l'avenue Pasteur début août. Oui, alors effectivement, dans le cadre des travaux de vérification et de confortement de la falaise, il a été détecté que
un bloc nécessitait d'être consolidé. Et pour cela, nous allons travailler pendant 3 jours. Ça se déroulera le vendredi 31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août. Et effectivement, ça nécessite de couper l'avenue Pasteur dans le sens montant au niveau du CHPG et jusqu'à la sortie du tunnel, donc un peu avant le carrefour avec le boulevard de Belgique. Un coup de projecteur à présent sur le quartier de la Costa. Oui, alors le quartier de la Costa, nous avons un chantier en cours privé en ce moment qui d'ailleurs implique une coupure de l'avenue de la Costa jusqu'au 31 juillet. Mais je voulais surtout évoquer avec vous la création d'un studio de danse à l'Académie de danse. C'est un chantier qui démarre et qui va impliquer à partir du mois de septembre la coupure de l'escalier de la Costa et ce jusqu'à peu près en juillet 2021. Enfin, dernier chantier, la réfection des piles d'Espélugues, un chantier de longue haleine. Oui, en effet, il y a quelques jours, au mois de juillet, nous avons fait un test de réfection d'une des piles d'Espélugues qui a eu un petit impact sur la circulation des piétons et des véhicules. Cette phase de test va permettre de lancer en septembre un chantier très important de rénovation de l'ensemble des piles. C'est un chantier qui se déroulera en plusieurs périodes, car comme vous le savez, à chaque Grand Prix, nous serons amenés à libérer le tunnel et à reprendre des travaux à l'été suivant. Et donc, ce chantier se déroule bien entendu sur la mer, mais il aura un impact sur le trottoir qui est situé côté mer, et donc il nous faudra dévier la circulation des piétons vers le côté de terre. Jean-Luc Nguyen, vous venez de nous présenter 5 grands chantiers publics. À cela s'ajoutent les chantiers privés en cours. C'est de nature à alimenter la polémique sur le fait qu'il y a trop de travaux au même moment à Monaco. C'est un mal nécessaire ? Nous avons la particularité d'avoir une activité de construction très dynamique, avec de multiples chantiers, aussi bien publics que privés. Et notre travail consiste à coordonner au mieux les interventions des différentes entreprises afin de minimiser les nuisances. Jean-Luc Nguyen, merci pour ces précisions qui sont utiles pour comprendre les modifications de circulation à venir dans Monaco. Merci à vous. Un partenariat qui porte ses fruits. La mairie de Monaco et Monaco Télécom ont décidé depuis un an de travailler main dans la main pour développer l'usage des outils numériques chez les résidents monégasques. Un projet qui s'est avéré d'autant plus utile en cette période de crise et tout particulièrement pendant le confinement, comme a pu le constater Vanessa Dessy. Depuis un peu plus d'1 an, dans le cadre d'un partenariat signé en mai 2019, la mairie de Monaco et Monaco Télécom ont mis en place un certain nombre d'initiatives afin d'accompagner les résidents monégasques dans leur approche des nouveaux outils numériques. Grâce à l'association Children and Future qui nous a offert 100 tablettes destinées à nos bénéficiaires pour lutter contre l'isolement, pour le lien intergénérationnel et puis quelque part aussi pour les baigner un peu dans cette transition numérique. L'attention s'est particulièrement portée sur les aînés qui peuvent éprouver davantage de difficultés face au développement rapide de ces nouvelles technologies. Non, c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile, j'ai une expérience personnelle assez dans ce domaine. Je l'ai vu avec mon père à la fin de sa vie, je l'ai vu avec des gens qui sont aussi proches de moi. Il y a un moment où il y a une perte de confiance vis-à-vis de l'outil électronique. Et le rôle des accompagnants est extrêmement déterminant. Monaco Télécom s'est engagé à fournir gratuitement la connexion 4G jusqu'à la fin de l'année. Le coût de l'abonnement annuel sera ensuite pris en charge à part égale avec la mairie. Et il est à noter que le partenariat entre la mairie et Monaco Télécom va se poursuivre. De nouvelles opérations seront mises en place dès lors que la situation sanitaire le permettra complètement. On nous avait annoncé des surprises lors de la réouverture de l'hôtel Hermitage le 1er juillet dernier. Eh bien, pour surprendre et surtout pour pimenter cet été 2020 où la reprise s'opère lentement, la Société des Bains de Mer a ouvert les cuisines du Palace à un chef 3 étoiles au Michelin. Ce soir, Yannick Aleno est derrière les fourneaux.
l'occasion de nous entretenir avec ce chef de proue de la cuisine moderne. Bonsoir Yannick Aleno. Bonsoir Patricia. Il y a des invitations qui ne se refusent pas? Écoutez, j'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de sortir d'un confinement comme pour tout le monde douloureux. Donc l'invitation évidemment à venir cuisiner à l'Ermitage devant la Grande Bleue ne se refusait pas effectivement. Difficile de trouver plus belle vue que celle du Vistamar. Non mais c'est exceptionnel, exceptionnel. Franchement, je suis très heureux et je suis très heureux de partager mes assiettes avec toute la brigade de cuisine de l'Ermitage. C'est une soirée unique. Comment s'acclimate-t-on aussi rapidement à une nouvelle brigade, à un nouvel environnement, de nouvelles cuisines? Déjà, on n'est pas un terrain inconnu. L'Ermitage est une maison extrêmement bien tenue avec des grands professionnels en salle et en cuisine. Donc c'est quand même plus facile d'arriver en terrain, je dirais, préparé grâce à tout le staff de l'hôtel. Et puis ensuite, on est venu avec une petite équipe, Gérard Barbin, mon chef exécutif, Maxime Vasselin en pâtisserie. Et donc on est arrivé hier pour préparer le dîner de ce soir. Mais encore une fois, on présente des choses hyper simples, hyper goûteuses. Donc on fait une cuisine qui est complètement décomplexée ce soir. Qu'allez-vous proposer aux convives? Peut-on avoir un petit aperçu du menu? Bien sûr, on a importé des plats du nouveau restaurant que j'ai ouvert à Paris qui s'appelle Le Pavillon, avec un Y au milieu. On est sur les Champs-Élysées. Des plats, des micro-plats en dégustation. Donc on va avoir un petit blanc mangé d'amandes fraîches avec une pêche écrasée au dashi, un rouget en feuilles de courgette à la chermoula. On va avoir des petites pomponnettes de sol avec un beurre au caviar et œufs de brochet fumé, un agneau cuit sur le barbecue. Enfin, plein de choses très sympathiques, j'espère. Je l'ai dit, vous êtes un chef référence de la cuisine moderne. Mais quelle est votre vision à vous de la grande tradition culinaire française? Écoutez, je pense que les traditions sont faites pour des grosses évolutions. Et en tout cas, aux 3 étoiles Guide Michelin à Paris, le restaurant qu'on appelle Aleno Paris, je fais une cuisine, je crois, moderne. Et j'ai réinterprété l'ensemble des sauces que je fais de façon moderne. Donc plus de gras, plus de sel, etc. avec un nouveau procédé assez intéressant. Comment avez-vous vécu la période de confinement, Yannick Aleno? Cela a été un moment particulièrement difficile à vivre pour les restaurateurs qui étaient coupés de leur clientèle. Oui, alors moi j'ai volé du temps, j'ai passé du temps avec mon épouse. On était à la maison ensemble, ce qui n'arrive jamais. Donc voilà, non mais je suis évidemment combatif. J'ai envie de rattaquer avec des nouvelles préoccupations qui sont écologiques. Est-ce que cette pause forcée a été propice à la création? Absolument. La création, j'ai réfléchi le nouveau service. Je suis en train d'écrire un livre qui paraîtra au mois de septembre sur la nouvelle façon d'accueillir mes clients dans mon restaurant 3 étoiles au Guide Michelin. Yannick Aleno, un homme triplement étoilé aux commandes du Vistamar. Merci de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion de cette visite éclair, mais qui ravira certainement les fins gourmets. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Fabien Bonilla pour les infos pratiques et vous allez nous expliquer, Fabien, le processus pour demander le soutien de la CARE, la Commission d'accompagnement à la relance économique. Les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire peuvent soumettre leurs difficultés à l'examen de la CARE. La CARE a pour objectif d'offrir un accompagnement ciblé aux entreprises éligibles. Je dis bien éligibles parce qu'il y a des conditions qui sont à retrouver sur le site du gouvernement. Il faut par exemple être inscrit au registre du commerce et de l'industrie ou disposer d'une autorisation ministérielle, ne pas présenter de compte courant débiteur au 31 décembre dernier, pouvoir démontrer que l'activité est fortement impactée par les conséquences de la crise du Covid-19 ou encore avoir subi au moins 50% de baisse du chiffre d'affaires hors taxe au 30 juin par rapport à l'année dernière. Il y a d'autres conditions, renseignez-vous sur le site. Et une information importante, il y a une date limite pour déposer le dossier, c'est avant le 31 juillet. Attention, il ne vous reste donc plus qu'une dizaine de jours pour ce qui concerne la CARE, mais le gouvernement a également mis en place une nouvelle mesure d'accompagnement ciblée, portant cette fois sur l'exonération partielle des charges patronales. Ce dispositif vise à permettre aux entreprises fortement impactées de bénéficier d'une exonération partielle de la part patronale des cotisations
CAR et CCSS. Pour le mois de juillet-août, là aussi, il y a des conditions, entre autres appartenir à l'un des secteurs d'activité tels que le commerce, la restauration, le tourisme, la culture, le sport et l'événementiel, avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 million d'euros en 2019, pouvoir attester d'une perte de chiffre d'affaires de 20% au mois de juin par rapport à l'année passée et s'engager à ne pas licencier de salariés pendant 1 an hors faute grave ou inaptitude. Là aussi, il y a des dates limites. Il faut adresser la demande avant le 25 juillet. Toutes les informations sont sur le site du gouvernement. Économie encore avec les commerces qui s'engagent dans le domaine environnemental. Ils sont plus de 70 en principauté à avoir rejoint le réseau du commerce engagé, des commerces et des restaurants qui luttent pour une Méditerranée avec zéro plastique. 4 grands axes pour cela, 4 types de déchets à bannir, les mégots, les pailles, les bouteilles et les couverts. La direction de l'environnement invite les commerçants et les restaurateurs monégasques à participer à cette opération. C'est enfin, Fabien, la période des ventes aux enchères. Après l'hôtel des ventes de Monte-Carlo et Arcurial, cela va être au tour d'une autre maison de proposer des ventes sous le marteau. Oui, pour y participer, il faudra se rendre à l'hôtel Métropole et enchérir sur les objets proposés par Academia Fine Art le 23 juillet. Sans vous détailler toute la liste des objets proposés lors de cette vente aux enchères, il y aura en résumé des montres de prestige, de la maroquinerie de luxe ou encore de la joaillerie. C'est noté, Fabien. Les sportifs sont à l'honneur dans le best-of des réseaux du jour. Des sportifs de tous âges, toutes disciplines. Et l'on commence avec un coup de génie. Impressionnant, technique, souplesse, tout y était. La météo est très capricieuse pour un mois de juillet. Est-ce que cela va s'arranger mercredi, Fabien ? Eh bien, la journée sera très agréable avec un temps estival. Nous ne sommes pas dans une période de canicule. Ça ne vous empêche pas de vous protéger du soleil et de vous hydrater. Pour ce qui est des températures, il fera de 21 à 26 degrés. Quant à l'eau, elle sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 21h04. Et ce mercredi 22 juillet, nous fêterons une célèbre disciple de Jésus-Christ, la première à avoir été témoin de la résurrection, Marie-Madeleine. Pour refermer ce journal, le clin d'œil du photographe. Aujourd'hui, Michael Alési a croisé beaucoup de personnes masquées à Monaco. Preuve que la prudence est de mise, malgré le débat sur l'opportunité ou non de porter un masque. À demain, 19h sur Monaco Info. Belle soirée à tous.